merci de nous avoir invités en tout cas. Bon, visiblement on parle déjà devant un public qui est convaincu. Hein, ça va être un peu facile du coup. L'idée quand même c'était en fait d'apporter des idées de la littérature scientifique qui permettent de nourrir l'utilisation en fait de l'approche posturale ou de la posturologie clinique, ça dépend comment on veut l'appeler, dans la pratique médicale ou paramédicale de manière générale. En fait, réfléchir posture. C'est pour ça que on a pas mal nourri ce PowerPoint avec pas mal de littérature scientifique, vous allez voir. Mais le but derrière tout ça, c'est justifier la raison pour laquelle on pense aussi posture, évidemment, en plus du cadre de notre pratique habituelle. Voici le plan un peu de notre présentation. On va switcher en cours de présentation, comme ça casse un peu le rythme. C'est pas trop mal. D'abord, définir ce que c'est l'approche posturale, comment on l'utilise et quelles applications on peut en faire dans notre pratique au quotidien. Je vous ferai un gros rappel de la physiologie du système postural et des capteurs sensoriels, des afférences sensorielles qui permettent de le nourrir. Lucie vous parlera un petit peu de l'enfance et des réflexes archaïques. Et puis, on vous proposera une définition de quand est-ce qu'on doit en particulier penser posture dans un contexte de pratique clinique en général. Et Lucie terminera par quelques cas cliniques. Qu'est-ce que c'est l'approche posturale? D'abord, c'est un concept théorique. Il faut savoir que l'approche posturale ou la posturologie clinique, il n'y a pas une définition consensuelle. Par exemple, il existe un DU, un diplôme interuniversitaire de posturologie clinique, mais qui n'enseigne absolument pas l'utilisation et la vision habituelle de ce que la posturologie clinique a historiquement enseigné pour traiter les patients. Alors, on s'intéresse dans ce DU de posturologie clinique plutôt à la maladie neurologique. Donc voilà, on n'est déjà pas d'accord sur le concept avec le DU de posturologie clinique, même si c'est très très intéressant à faire. La posturologie clinique, en fait, elle naît quand même dans la deuxième moitié du XXe siècle, avec des thérapeutes qui se sont intéressés justement à quel lien éventuellement on pouvait faire entre des dysfonctions de capteurs sensoriels et des symptômes présentés par les patients. Donc le concept, de toute façon, il sous-entend une dysfonction du système postural. Et une dysfonction qui peut, en fait, être en lien avec une dysfonction éventuellement d'un capteur, mais aussi des efférences sensorielles, des efférences musculaires, et aussi évidemment de l'administrateur central, le cerveau, de manière générale. C'est un concept qui se base sur la neurophysiologie du système postural, une neurophysiologie qui n'est pas spécialement enseignée comme telle à l'université. C'est aussi une vue un peu différente de la neurophysiologie et de la manière dont on l'a l'appliquer finalement en pratique clinique. Le concept sous-entend qu'on peut avoir une dysfonction du système postural, mais qui s'exprime de manière focalisée, par exemple, ou bien, au contraire, totalement généralisée. Donc ça peut, en fait, une dysfonction de la vision peut par exemple se présenter éventuellement par des cervicalgies, par des scapulalgies, par des douleurs interscapulaires, et que la correction de cette éventuelle dysfonction peut améliorer la symptomatologie. Évidemment, si cette symptomatologie ne fait pas suite à une maladie du système autre, inflammatoire, ou en tout cas neurologique, trop compliqué à traiter, ou une autre forme d'épine irritative, comme une fracture. Évidemment, ce n'est pas en appliquant et en traitant le problème postural que l'on va traiter ces problèmes, même si en parallèle le traité peut apporter des pistes d'amélioration aux symptômes. En pratique clinique, l'approche posturale, ça sous-entend de réfléchir posture, de réfléchir global, d'analyser le patient, de l'examiner avec l'idée en tête qu'une dysfonction du système postural peut se répercuter à distance et de manière parfois atypique sous forme d'un symptôme particulier. Ça implique des tests cliniques spécifiques, ça implique également des tests paracliniques. Donc justement, tout à l'heure, ils vont vous montrer en tout cas un appareil spécifique
justement dédié à l'analyse paraclinique des problèmes posturaux. Ça sous-entend, et c'est un peu un reflet des personnes qui se présentent ici, c'est très multidisciplinaire, puisque on va réfléchir posture, et la posture, ça implique différentes spécialités du monde médical ou paramédical sur lesquelles on va venir justement tout au long de l'exposé. Et ça, c'est quand même un point sur lequel j'insiste, c'est que j'applique régulièrement, enfin j'applique tout le temps en fait, l'approche posturale dans ma pratique clinique. Je réfléchis tout le temps posture, mais il est évident que, certains symptômes doivent avoir fait l'objet d'une mise au point, au moins médicale, au moins d'un conseil médical avisé de la personne la plus dédiée au problème. Parce que si vous réfléchissez posture sans derrière avoir exclu ou traité une maladie, par exemple inflammatoire ou une épirine irritative, vous n'arriverez à rien sur la symptomatologie présentée. Il faut évidemment d'abord aller chercher le problème, qu'il soit inflammatoire, éventuellement neurologique, et puis rentrer, une fois le problème éventuellement réglé, dans l'approche posturale. On passe donc à la deuxième partie, pour simplement faire un bref résumé de la manière dont on se tient debout via le système postural. Alors, le système postural, il a deux grandes fonctions. Un des pontes de la théorisation du concept du système postural, c'est le professeur Perrenou de l'Université de Grenoble, qui, avec des experts, on va dire, se sont mis d'accord sur le fait que nous avons dans le système postural deux grandes fonctions. Un, la stabilisation, et la stabilisation pas qu'en position statique, la stabilisation quand on fait un mouvement, même dans certains challenges posturaux, quand on fait une figure de danse, quand on va éventuellement, quand on est à vélo, tout ça implique un système postural qui fonctionne, qui nous permet de nous stabiliser. L'autre grande fonction, c'est l'orientation. L'orientation pour préparer le mouvement, ce qu'on appelle les activités posturo-cinétiques. Être dans une bonne posture préorientée pour faciliter le mouvement. Voilà donc les deux grandes fonctions du système postural. Par contre, il a quelques propriétés, et ces propriétés sont importantes à connaître. Alors déjà, c'est un système qui fonctionne de manière théoriquement inconsciente. On n'est pas, en tout cas, en train de se contrôler pour se stabiliser. Je ne suis pas en train de me dire je dois absolument contrôler mon quadriceps, mon bassin, mes muscles du dos pour rester debout, en équilibre. Non, c'est un phénomène qui est inconscient. Il faut savoir qu'avec l'âge, avec les problèmes orthopédiques, neurologiques, cela peut devenir et nécessiter une forme de conscience. C'est-à-dire que on voit par exemple arriver avec l'âge ou les déficits du système postural une forme de nécessité de réfléchir au pas que l'on fait, à la manière dont on se comporte. Tout ça, c'est de l'énergie. Si vous êtes dans le fonctionnement automatique, vous avez en général moins de nécessité de consommer de l'énergie. Si par contre, vous devez réfléchir à la manière dont vous marchez, à la manière dont vous êtes debout, vous consommez beaucoup plus d'énergie. Vous sollicitez plus votre vitalité, votre capital énergie, et ce, malheureusement, au détériorement de certaines autres fonctions, en général des fonctions cognitives qui préviennent. Le système postural, il est totalement ajustable. Si demain vous perdez un œil, vous allez faire sans cet œil. Vous allez utiliser différemment votre somesthésie, vous allez utiliser différemment votre vestibule, et c'est vrai pour toutes les autres situations où vous perdriez éventuellement un de vos capteurs, ou en tout cas où un de vos capteurs posturaux serait affecté. C'est vrai aussi que si vous êtes en orbite autour de la Terre, vous n'allez pas utiliser vos sens de la même manière. Le vestibule fonctionne avec la gravité. En orbite autour de la Terre, nous ne sommes plus soumis à la gravité. En tout cas, de manière beaucoup différente, fort différente. Donc on utilise, en fonction de notre situation, différemment nos capteurs posturaux.
La contrainte. Si vous êtes dans un challenge postural, vous êtes sur une barre de gym et vous devez absolument vous stabiliser pour marcher sur cette barre, vous risquez de créer évidemment une contrainte sur votre système, le déstabiliser, mais ça peut être vrai aussi pour des contraintes internes ou des douleurs, par exemple au niveau de certains organes, pourraient se répercuter sous forme de posture bien spécifique qui générerait une contrainte sur le système postural qui devrait donc s'adapter à cette nouvelle contrainte en ajustant évidemment d'autres segments du corps. Voilà donc les capacités d'adaptation et notamment d'adaptation à la contrainte, à la situation et évidemment à la perte éventuellement d'une afférence ou de la circuiterie du système postural. La capacité de vicariance ou de compensation, c'est un peu finalement, ça découle de ça. C'est-à-dire que on sait bien que les personnes qui ont détérioré leur système vestibulaire, ça peut être par exemple des maladies auto-immunes, ça peut être des chocs traumatiques, des traumatismes crâniens répétés, vont devoir compenser sur la vision, vont devoir compenser sur la somesthésie, et donc vont changer la manière dont ils organisent le système postural autour de ça. Les trois grandes afférences sensorielles, parce que ça fait depuis le départ que j'en parle et peut-être que tout le monde n'est pas au courant, c'est le système vestibulaire. Est-ce que vous savez à quoi sert le système vestibulaire? Quelles sont ses différentes fonctions? C'est un système qui est en fait assez mal connu quand on parle de manière générale de la posturologie clinique et que l'on enseigne plutôt en ORL et en neurologie, plutôt en ORL. Donc quelles sont les grandes fonctions du système vestibulaire? Est-ce que quelqu'un a une idée? La coordination oculomotrice. Oui, c'est ça, donc la stabilisation du regard finalement en fonction des mouvements de la tête. Perception des accélérations linéaires et circulaires. Ouais, donc circulaire par rapport justement à la perception de la mobilité de la tête, et linéaire en effet, donc je l'ai dit tout à l'heure, la gravité, la graviception, c'est le sens de la graviception, même si on a aussi des récepteurs viscéraux, des récepteurs articulaires qui participent, mais en nettement moindre mesure à ce sens de la gravité. Et l'accélération linéaire horizontale, qui elle est celle que l'on utilise quand on freine, par exemple en voiture, ou quand on accélère. C'est comme ça qu'on perçoit, grâce au vestibule. Le vestibule est très interconnecté avec les muscles, en général, des extenseurs du rachis, du bassin, via les voies vestibulo-spinales. Et donc interagit de cette manière-là très fort avec le contrôle de l'équilibre, mais aussi avec la stabilité des différents segments articulaires du corps. On va y revenir. Le système visuel. Et dans le système visuel, j'aime mettre aussi, en plus de la vision classique, ce qu'on appelle la réfraction, qui est altérée par exemple dans l'hypermétropie, dans la myopie, dans l'astigmatisme, j'aime y mettre aussi le système oculomoteur, enfin, donc l'oculomotricité, même si ce segment appartient plutôt à la proprioception ou la somesthésie, mais le système visuel, c'est un peu le couplage de ces deux grandes fonctions. On va y revenir. Et enfin, on parle souvent de proprioception, mais le terme exact est la somesthésie. Pourquoi c'est la somesthésie? Est-ce que vous savez quelle est la différence entre la proprioception et la somesthésie? La somesthésie est plus large. La proprioception est plus mécanique. La somesthésie inclut entre autres, par exemple, les thermorécepteurs. Alors la somesthésie, c'est la somme. Oui, c'est somatique, c'est beaucoup plus... En fait, c'est le terme général pour désigner une perception qui vient de nos récepteurs internes, globalement. Au sens plus large que la proprioception, qui est plus mécanique, touchée... La proprioception fait partie de la somesthésie. Ouais. Ah oui, c'est ça, c'est ce que je dis, oui. La somesthésie est plus large. Ça englobe la proprioception, mais ça englobe aussi la nociception, donc la sensation de douleur. Ça englobe le tact, ça englobe la kinesthésie, le ressenti du mouvement. Ça englobe la dynamesthésie, la capacité que vous avez à percevoir la force que vous mettez en permanence sur un objet.
énormément d'autres fonctions. Ouais, mais comment voilà, donc, on doit normalement utiliser plutôt le terme de somesthésie que proprioception, qui est la proprioception principalement, on va dire, générée par le muscle, et notamment par un de ces petits capteurs qu'on appelle le fuseau neuromusculaire. Alors qu'on ne peut pas parler de posturologie, même si on le faisait régulièrement avant, sans parler de cerveau. Parce qu'évidemment, c'est lui qui gère tout. Je vous ai parlé des capacités de compensation, des capacités de vicariance du système, de son adaptabilité. Tout ça, c'est le cerveau qui fait. Il ajuste la situation en fonction, évidemment, du challenge ou du capteur défaillant, ou de si vous êtes en orbite, en train de nager, sur un vélo, etc. C'est lui qui adapte. Quel poids vous allez donner à chacune des afférences sensorielles. C'est très complexe ce qui se passe dans le cerveau, c'est pas toujours bien compris, mais dans l'ensemble, il faut retenir que ça rentre et puis ça émet des réponses posturales à partir du cerveau. Sur base de référentiels. Ça, c'est intéressant à comprendre parce que si vous êtes intéressé dans le domaine de la posturologie, après ce séminaire, avant déjà, vous allez certainement à un moment entendre parler des référentiels géocentrés, allocentrés ou égocentrés. Géocentré, c'est par rapport à la Terre. Nous sommes donc stabilisés par rapport à la gravité, principalement. Je vous l'ai dit, c'est le vestibule. Sauf si vous êtes en orbite, alors c'est plutôt la vision. Allocentré. Je me stabilise, je suis en équilibre par rapport à l'environnement. C'est principalement la vision. Donc je sais que je suis ici par rapport à vous, debout, devant l'écran. C'est le référentiel allocentré. Si vous avez, tout le monde ici j'espère, a une bonne perception tactile de la plante du pied, vous êtes aussi en stabilité par rapport au sol. Donc c'est aussi, normalement, la plante du pied est un référentiel allocentré également, mais aussi égocentré, via la proprioception des muscles de la plante du pied, notamment, le référentiel égocentré est aussi nourri des informations vestibulaires et aussi des informations venant des muscles, notamment via les fuseaux neuromusculaires. Voilà ce qui se passe un peu dans le cerveau. Donc, on a énormément de voies différentes qui utilisent l'information posturale pour émettre un tonus postural, une réponse musculaire, une réponse dynamique. Les grands acteurs, c'est le cortex primaire, moteur, mais aussi les aires supplémentaires. C'est évidemment le cortex pariétal, principalement le cortex pariétal inférieur droit, parce que c'est notre hémisphère droit qui gère les informations plutôt posturales en général. On sait que des AVC du système, du pariéto droit ou des voies de connexion pariétale droite peuvent générer simplement une difficulté, une mauvaise perception de la gravité et générer littéralement des réactions musculaires qui penchent en général de l'autre côté de la lésion. Les ganglions de la base ajustent le mouvement, plutôt les mouvements lents. Ils initient le mouvement. C'est ceux qui sont particulièrement atteints dans la maladie de Parkinson, où les personnes sont incapables de lancer leurs pas ou de faire des gestes rapides. Le cervelet, lui, coordonne plutôt l'équilibre du tronc, certes, dans sa partie médiale, mais également les mouvements rapides et la coordination des mouvements. Eh bien, l'ensemble des informations générées, et en tout cas en interaction au niveau du cortex moteur, du cortex pariétal, ganglion de la base et tronc cérébral, va être en interconnexion avec la moelle épinière, générée par là un tonus, puisqu'elle est directement connectée par les motoneurones aux muscles qui, eux, sont évidemment l'effecteur. C'est par là que sort l'information du système postural. Si on n'a pas de muscle, on ne tient pas debout. La première cause de chute avec l'âge, certes, vous avez des moins bons capteurs sensoriels, en général la vision en particulier, mais c'est surtout la sarcopénie qui est un grand acteur de la chute chez la personne âgée.
Je vous ai parlé de l'orientation, je vous ai parlé de la stabilisation. L'orientation et la stabilisation du regard, c'est aussi une réponse posturale. Et c'est toujours important, quand on réfléchit posture, à réfléchir stabilité et performance du regard. Les réponses posturales anticipées et réactionnelles, ce sont des propriétés du système postural qui ne font pas intervenir tous ces acteurs, qui sont plutôt pour l'un réflexe et pour l'autre semi-réflexe. Donc si je vous tire brutalement vers l'arrière, vous allez directement contracter certaines chaînes musculaires qui vont vous empêcher de tomber. Ça ne passe pas directement par le cerveau, en tout cas pas dans un premier temps. Ce sont des réactions qui vont se passer immédiatement au niveau de la moelle. Il est très probable qu'une partie de notre système en permanence fonctionne sur des réactions aussi purement réflexes, et que peut-être par l'adjonction de traitements ou bien proprioceptifs via l'ostéopathie, ou bien aussi postural via la mise en place de semelles, on joue en particulier là-dessus. Et enfin, quelque chose qui est peut-être un peu moins bien enseigné, un peu moins bien connu, notre système postural, c'est celui qui nourrit notre perception cognitive de l'environnement. Je sais retrouver les ascenseurs à partir d'ici, parce que j'ai créé une forme de mind map du trajet qui me mène à l'ascenseur. Les personnes qui, par exemple, ont un mauvais système vestibulaire, qui s'est détruit avec le temps, perdent cette capacité cognitive d'orientation spatiale. Donc voilà, le système postural, c'est aussi du cognitif, c'est aussi de l'orientation, c'est aussi de la représentation spatiale. Je vous parlais d'effecteurs. Alors, vous êtes visiblement tous déjà un peu familiers avec le concept de chaîne musculaire, visiblement ici. Donc, je pense que Bruxelles peut être content d'avoir Gottlieb et Struijs qui ont travaillé et peut-être même participé largement à la connaissance des chaînes musculaires. En tout cas, les ont théorisées. Bon, il y a aussi évidemment Léopold Busquet qui a travaillé là-dessus et bien d'autres. En neurosciences, moi je travaille à l'ULB, à Erasmus. Je fais une thèse et j'étudie entre autres les synergies musculaires. Donc les synergies musculaires, c'est le concept neurophysiologique qui s'approche le plus du concept de chaîne musculaire. Puisqu'au final, on sait, et c'est plutôt des informations que l'on utilise uniquement en recherche, qu'il y a des patterns de connexion musculaire qui permettent le mouvement. Donc c'est classique, je vous les ai représentés ici pour le membre inférieur. Évidemment, n'ayant souvent pas de connexion entre la recherche et la clinique, peu de gens ont étudié le système, l'existence réelle des chaînes musculaires qui ont été théorisées par les différentes écoles, bien que si vous êtes intéressé, je vous propose de lire cette étude de Wilk et al. Qui, eux, ont essayé de faire une revue de littérature qui justement permet quand même de bien appuyer le concept. Alors, donc ça c'est pour évidemment la stabilisation et l'orientation du corps. Vous utilisez une chaîne musculaire pour vous orienter, pour attraper. Vous utilisez une chaîne pour vous stabiliser comme ça. Différentes chaînes musculaires, mais aussi c'est vrai pour la stabilisation évidemment du regard et son orientation. Ce chat qui se retourne ne le fait pas spécialement consciemment. Je ne sais pas si vous avez déjà lancé votre chat en l'air et le revoir redescendre. Systématiquement, il retombe de cette manière-là, comme la tartine et le beurre. Et bien ça, ce sont des réseaux précablés, inhérents au développement moteur du chat. Il ne les met pas en marche consciemment, et c'est démontré en fait, c'est un schéma que j'ai repris d'une expérience, que c'est via et grâce à la gravité que certains circuits de câblage musculaire vont se mettre en marche pour que le chat se retourne. C'est un argument supplémentaire pour dire qu'il existe des chaînes musculaires et qu'on doit y faire largement attention quand on réfléchit posture, parce que si on active de manière trop régulière, trop longue, prolonger des chaînes musculaires, ça peut éventuellement être un frein à la rééducation posturale. Voilà donc, petite dia de fin sur cette première partie. La stabilisation et l'orientation, j'ai essayé de voir un peu comment on investiguait ces deux grandes fonctions du système postural. L'orientation, eh bien,
par l'analyse éventuellement des segments corporels et de leur alignement, ainsi que les analyses dynamiques du fonctionnement, en tout cas clinique éventuellement de la colonne en général, ou bien du mouvement, ça dépend, il y a beaucoup de manières différentes de le faire. Ce qui est par contre beaucoup plus connu du monde médical, c'est le système de stabilisation qui est beaucoup plus investigué en fait. C'est pour ça que le système d'orientation est rarement investigué, en tout cas hormis en posturologie clinique. En stabilisation, vous reconnaîtrez éventuellement là les pieds nus tout au fond une plateforme de stabilométrie qui permet de mesurer les oscillations et la projection du centre de gravité au niveau de la plateforme. C'est un indicateur de notre stabilité, finalement. Il faut quand même bien dire que c'est plutôt utilisé en recherche et beaucoup moins, peut-être pas chez vous parce que vous êtes peut-être posturoconscient, mais c'est beaucoup moins utilisé à l'hôpital. Moi, je ne connais d'ailleurs aucun centre qui utilise, enfin, dans ma pratique, j'ai vu aucun centre qui utilisait des plateformes de stabilométrie pour investiguer même les troubles de l'équilibre. Par contre, ce qui est beaucoup plus utilisé, c'est cette plateforme-ci. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais ce sont des associations d'une plateforme de stabilométrie dynamique, donc elle est capable d'induire des mouvements. En général, on la couple à la réalité virtuelle ou des grands écrans pour en fait être capable de travailler certaines fonctions du système postural et certaines interactions entre les différentes afférences sensorielles. On l'utilise classiquement dans le monde de la vestibulaire pour rééduquer les gens qui ont un système vestibulaire défaillant. Et progressivement, et c'est ce que je suis en train de faire d'ailleurs à Erasme, c'est d'utiliser ce genre d'éléments pour travailler tous les déficits posturaux concernant entre autres le système de stabilisation, incluant les patients neurologiques, incluant évidemment les personnes qui ont une perception d'instabilité sans qu'ils aient de lésions éventuellement du système vestibulaire. Mais voilà, donc ça, probablement vous entendrez parler des plateformes de rééducation de type posturographique dynamique, souvent couplées à la réalité virtuelle.